Monsieur le Président de l'Institut de droit international, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume, Mesdames et Messieurs les membres de l'Institut, Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec un immense honneur et un profond plaisir que je vous souhaite, en tant que président de la Société marocaine de droit international, la bienvenue à Rabat, capitale du Royaume du Maroc, à l'occasion de cette ouverture solennelle de la 82e session de l'Institut de droit international. M. Mohamed Bennouna, président de l'Institut, a l'honneur de nous lire maintenant le message de bienvenue que Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a bien voulu vous adresser à cette occasion. Je lui cède la parole. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Mesdames et messieurs, illustres membres de l'Institut de droit international, honorables invités, c'est un grand honneur pour le Royaume du Maroc et pour la ville de Rabat d'accueillir la 82e session de l'Institut de droit international. Il a fallu attendre plus de 4 décennies depuis la cession du Caire en 1987 pour qu'échoie à nouveau à l'Afrique le privilège d'accueillir vos délibérations. Soyez donc à nouveau les bienvenus sur le continent et les bienvenus au Maroc. Depuis sa création en 1873, l'Institut de droit international n'a pas été que le témoin des soubresauts du monde. Il a été un observateur avisé, un analyste pertinent, un initiateur de normes et une voix forte de la conscience juridique universelle. Et vous vous acquittez de cette mission avec une persévérance qui force juste l'admiration. Votre consécration par le prix Nobel de la paix en 1904 et la reconnaissance d'une œuvre magistrale au service du droit international. Cette session de Rabat se tient à un moment où le droit international se trouve fortement secoué par les assauts de vents contraires violents. Le monde change à vue d'œil. Les certitudes s'érodent, les repères se brouillent, les alliances se questionnent. Et le droit international, interpellé dans sa capacité même à ordonner les relations internationales, se voit trop souvent malmené. Face à ces défis, votre institut, notre institut, saura sans nul doute consolider sa réputation et confirmer sa vocation. L'ordre du jour de vos travaux couvre des sujets brûlants, dont la question des pandémies, ces crises mondiales, mais aussi les principes fondamentaux ces crises mondiales qui n'éprouvent pas que la santé des populations, mais aussi les principes fondamentaux sur lesquels repose l'architecture du monde. À travers les tensions
entre souveraineté nationale et coopération internationale, entre impératifs sécuritaires et exigences de solidarité. Une crise systémique ne se contente pas de troubler l'ordre établi, elle en révèle les failles et en accélère les mutations. Il vous revient aujourd'hui de cerner ces transformations, non seulement pour comprendre le passé récent, mais pour esquisser les contours d'un droit international plus résilient et à la hauteur des défis de demain. Le Royaume du Maroc, pour sa part, a toujours inscrit son action extérieure dans une démarche légaliste, structurée, fondée sur le respect du droit international et des principes de la Charte des Nations Unies. Il n'y a pas d'ordre viable sans règles. Et c'est dans cette conviction que s'ancre la diplomatie marocaine. Mais nous savons aussi qu'aucune grande avancée ne se réalise dans l'isolement. Les dynamiques internationales ne sont pas de simples jeux d'équilibre entre États. Elles s'appuient sur des valeurs, sur des principes consensuels et des institutions capables de structurer la coopération et d'assurer la pérennité de ces principes. Pour finir, nous saluons en votre institut ce fervent défenseur du règlement pacifique des différends, et rivé aux principes de la Charte des Nations Unies. L'Institut a su, au fil du temps, écouter le monde, s'ouvrir à la diversité et intégrer les voix de toutes les cultures et de toutes les sensibilités. Que cette session se tienne au Maroc, sous la présidence d'un Marocain, fervent défenseur du droit international, en est à nos yeux la meilleure preuve. Alors que le Maroc soit pour vous une source d'inspiration, que Rabat soit ce creuset d'échanges et d'émulation, et que ce 82e congrès soit celui qui remet le droit international à la place qui est la sienne, non pas à la place d'une utopie désenchantée, mais à la place d'un phare dans la brume. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mohammed VI, je poursuis ma lecture. Mohammed VI, roi du Maroc, fait au Palais Royal de Tétouan le 11 août 2025. Mesdames, Messieurs, nous allons à présent écouter un concert de musique de chambre dont le programme est affiché. Je vous souhaite une bonne écoute et merci.
Mesdames, Messieurs, après ce concert fabuleux et magnifique, la parole maintenant est au président de l'Institut de droit international, M. Bennouna, qui va s'adresser à vous. Et merci. Chers confrères et chères consoeurs, c'est comme ça qu'on s'exprime à l'Institut de droit international pour ceux qui ne sont pas habitués à ce langage. Mesdames et messieurs, lorsque vous avez décidé, je m'adresse à mes confrères et à mes consoeurs, il y a juste 2 ans, à Angers, sous la présidence de mon ami Alain Pelé qui est là, vous avez décidé de tenir votre prochaine session ici, à Rabat, et de m'élire comme président de notre institut. Vous avez décidé, en réalité, d'abord et avant tout, d'honorer mon pays, le Royaume du Maroc, et d'ouvrir les horizons de notre institut et ses préoccupations en direction du continent africain. Il y eut certes une session au Caire, en Égypte, en 1887, sous la présidence de mon ami, notre regretté confrère Boutros Ghali. Je devais le revoir quelque temps après, en 1991, ça me rajeunit, au sein de cette académie qui tenait sa session que j'avais introduite sur le thème de l'après-guerre froide et les enjeux des relations internationales. C'est loin de nous. Il s'apprêtait alors à assumer la responsabilité de secrétaire général des Nations Unies. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à souhaiter qu'une prochaine session de notre institut, peut-être pas demain, mais une prochaine, puisse se tenir dans un pays africain au sud du Sahara. Ce serait une autre occasion d'honorer la mémoire de Boutros Ghali, qui avait consacré de nombreux travaux scientifiques à l'Union africaine. Je parle sous le contrôle du juge et ami Abdi Youssouf, qui aussi a consacré beaucoup de travaux à l'Union africaine. Cela étant, il nous reste encore beaucoup à faire pour que le droit international, ses juridictions et sa doctrine prennent leur distance à l'égard de certaines notions ou approches qui relèvent d'un passé révolu. Je dis cela alors que nous assistons à la montée de nombreux périls, sur la scène internationale qui sont d'une particulière gravité. Pour le malheur de notre monde, et je mesure mes mots, pour le malheur de notre monde, des appels au recours à la force brute et même à la destruction de populations entières se sont multipliés dans le mépris affiché des règles les plus élémentaires du droit international et des principes d'humanité. Il nous appartient aujourd'hui, plus qu'hier, d'élever la voix. J'espère que ma voix est assez forte. D'élever la voix pour rappeler notre engagement pour la paix
la justice et le règlement pacifique des différends, qui est notre raison d'être et notre devise. Vous l'avez ici dans le logo, je ne sais pas s'il est là. Justice et paix, justitia et pace. Ce faisant, le juriste accompagne le poète, le chant du poète, dans sa quête pour le respect de l'humain et du vivant. À ce propos, j'ai en mémoire cette interrogation de Mahmoud Darwish, que j'ai personnellement bien connu, le grand poète palestinien, disparu prématurément. Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa solitude? Limada tarakta al-hisana wahidan. En présence de tant de désolation et de massacres, où les civils, dont des enfants par milliers, sont les premières victimes. Nombreux sont ceux qui font le constat amer de l'émiettement et de la disparition progressive de l'ordre international qui a émergé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale comme une immense lueur d'espérance. Aujourd'hui, le bouleversement du monde est bien là. Et les remises en cause des fondements du droit international aussi. Et il nous faut garder les yeux ouverts, bien ouverts. N'oublions pas que pendant des décennies, une négligence coupable a fait que le droit international et les institutions internationales se sont retrouvés de plus en plus inadaptés aux situations qu'ils étaient censés régir. Toutes les tentatives pour réformer le système des Nations Unies, pour l'adapter au nouvel état du monde, ont été vouées à l'échec. Jusqu'à aujourd'hui, je dis bien jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à M. Guterres, il n'y a pas très longtemps, les secrétaires généraux successifs des Nations Unies qui tiraient la sonnette d'alarme avaient l'impression de prêcher dans le désert. Pourtant, le repli sur soi, contre-coup de la mondialisation sauvage, qui a prévalu pendant une trentaine d'années, ne peut déboucher que sur la régression et le conflit. Depuis le début de cette décennie, nous sommes en 2025, depuis le début de cette décennie, nous en ressentons réellement tous les dégâts. Les avancées du droit international se situent bien, comme ça a été dit tout à l'heure, se situent bien dans une plus grande ouverture à l'autre, dans la diversité culturelle. C'est bien la vocation première de notre institut, même s'il est né au milieu du XIXe siècle, il s'est rattrapé depuis. Abdelkbir el-Khatibi s'était exclamé, encore un ami, mon Dieu, protégez-moi de mes amis, Abdelkbir el-Khatibi s'était exclamé, se décoloniser de quoi? De l'identité et de la différence folle. Je parle à tous les hommes. Les hommes, bien sûr, pour ceux qui connaissent Khatibi, dans le sens générique du terme. Nous n'avons pas ce problème en arabe, d'ailleurs. En disant cela, le grand penseur marocain savait très bien que c'est la seule façon d'exister en soi.
Certains, parmi les plus généreux, nous regardent. Nous. Parmi les derniers croyants en la pérennité du droit international. Comme on regarderait une espèce en voie de disparition. J'avais évoqué cela récemment, je ne dirai pas de nom. J'avais évoqué cela récemment avec l'un de mes amis les plus proches, lequel, comme pour me rassurer, avait proposé, non sans humour, d'ériger les tenants du droit international en espèces protégées. Mais qu'en est-il de la cause que nous défendons? Que faire? Vous savez, un célèbre personnage avait fait un livre qui s'appelait « Que faire ?» il y a très longtemps. Que faire? Toujours la même question. Avons-nous d'autres choix responsables que de persévérer dans notre être ou dans notre raison d'être? Reprendre le fardeau, le hisser, encore et encore. Qu'importe. Pour Albert Camus, un célèbre ouvrage, pour Albert Camus, il suffirait d'imaginer Sisyphe heureux. En effet, alors qu'il s'acharnait sur son rocher, il était bien dans le culte de la vie. La primauté de la force dans les relations internationales n'est pas une option. Ce serait une démission collective. Et au final, l'insécurité pour tout un chacun dans sa vie de tous les jours. C'est ça l'enjeu. L'enjeu est là. Il n'y a tout simplement pas d'alternative à la primauté du droit et de la justice, alors que les réalités en présence sont prises en compte. Je sais, nous savons tous, parmi nos confrères et nos consoeurs ici présents, que nous avons été confrontés ces derniers temps au dilemme qui guette toutes les sociétés savantes. Ça n'a rien de péjoratif, le terme de société savante, lorsque je le dis. Ce dilemme qui est de savoir s'il faut nous concentrer sur des études proprement scientifiques qui s'inscrivent par la force des choses dans le temps long, ou s'il est au contraire nécessaire de nous pencher également sur les réalités immédiates et lancinantes et de prendre position à leur sujet du point de vue du droit international, bien entendu. Nous avons débattu amicalement, mais nous avons débattu de cette question très importante. Et nous avons décidé d'opter pour la voie à suivre au cours de la présente session à Rabat. Sa Majesté nous a souhaité que cette session, que Rabat nous inspire dans nos travaux, nous l'espérons, et que nous prendrons la bonne direction. J'en suis persuadé. J'espère que nous trouverons la bonne réponse, la réponse adéquate. Elle existe. Et qui doit être une réponse compatible avec l'esprit qui anime notre institut, qui demeure, selon son statut, je cite, une association exclusivement scientifique et sans caractère officiel. Tout l'enjeu est là de trouver la bonne mesure. Nous la trouverons. Notre premier devoir est bien
réussir la présente session de Rabat, en venant à bout des travaux inscrits dans notre programme et qui s'ouvrent demain dans les bâtiments de la faculté de droit de l'Agdal. Ce sont autant de défis qu'il nous appartient de relever. Ce sont autant de défis qu'il nous appartient de relever. Je voudrais remercier tous ceux qui n'ont pas ménagé leurs efforts depuis des mois pour faire que cette session se réunisse ici et maintenant. Je ne peux pas citer toutes les personnes par leur nom parce qu'elles sont nombreuses. Je voudrais remercier le ministère des Affaires étrangères qui a, dès le départ, accueilli cette idée les bras ouverts, et toutes les autorités marocaines qui ont également accueilli votre décision de tenir cette session ici et maintenant à bras ouverts. Je voudrais remercier aussi l'Académie du Royaume. L'Académie du Royaume du Maroc qui nous accueille avec une grande générosité ce soir et qui était à notre écoute et qui a été au-delà de cet accueil d'aujourd'hui pour donner une aide et une assistance à nos travaux, y compris dans le cadre de l'université. Enfin, je voudrais remercier l'Université Mohammed V et en particulier la faculté de droit de l'Agdal, où s'ouvriront nos travaux demain matin pour la semaine. Je vous remercie. La parole maintenant est à M. Fausto Pocard, secrétaire général de l'Institut. Chers consoeurs et chers confrères, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur, un plaisir de m'adresser à vous à Rabat pour l'ouverture de cette session de l'Institut de droit international, qui marque le début d'un nouveau sesquicentenaire après la session d'Angers qui a célébré il y a 2 ans la conclusion du premier. Il a été remarqué que ce n'est que la 2e fois dans sa longue histoire que l'Institut se réunit en Afrique. La première fois ayant été la session du Caire en 1987. Le choix de l'Afrique et de Rabat pour cette session n'a pas seulement le but de remédier
à cette longue absence. Il illustre plutôt l'évolution de l'Institut vers une perspective mondiale, en fonction de sa vocation universelle, qui est bien exprimée dans sa devise Justitia et Pace, un ablatif latin qui rappelle le propos de l'Institut de servir et de favoriser le progrès du droit international dans le cadre des liens intenses et irréfutables qui existent entre la justice et la paix. C'est bien dans cet esprit et en tenant compte de cette vocation universelle que nous nous retrouvons ici et que je souhaite que notre présence en Afrique soit bien plus fréquente à l'avenir. Il est dans ce même esprit que nous allons bénéficier cette semaine de notre présence dans la capitale du Royaume du Maroc. Cette belle ville impériale de Rabat, nichée sur la rive méridionale de l'estuaire du fleuve Bourgreg. Rabat est une ville pleine d'histoire, avec ses palais, ses monuments qui témoignent de sa grandeur architecturale et artistique à travers les siècles. La richesse de ses activités culturelles, ses marchés animés et ses magnifiques jardins font de cette ville un exemple de cité verte. Et cela, sans oublier et souligner la chaleur de son accueil, dont nous avons d'ailleurs une belle manifestation aujourd'hui, à l'occasion du prélude à notre session qui nous est offert dans le cadre magnifique de l'Académie royale. L'Institut de droit international, on vient de le dire, est une association exclusivement scientifique et académique. Et nous considérons un geste délicat et de grande valeur que d'être reçu pour l'inauguration de notre session par la plus haute académie culturelle du pays. Un geste pour lequel je tiens à exprimer notre appréciation et notre remerciement. L'environnement dont je viens de parler nous sera aussi favorable pour réaliser le travail que nous avons devant nous cette semaine dans les salles de la faculté de droit de Rabat-Agral, qui s'est généreusement offerte de nous accueillir. Nous allons discuter de sujets qui marquent l'importance du droit international dans cette période où les relations internationales sont sérieusement secouées et leur stabilité est mise en cause par l'abandon progressif du multilatéralisme et par le retour au recouvrement et à l'affirmation d'une souveraineté nationale, voire même d'un souverainisme qui est à la base du recours à la force pour la solution des différends internationaux, avec les graves violations des droits de la personne humaine qui s'ensuivent. Un souverainisme qui est susceptible d'entraver la capacité de faire face aux défis de la protection d'intérêts publics d'envergure mondiale qu'on ne peut relever que par une coopération internationale plus étroite. C'est dans la conviction de la nécessité de revenir à une coopération multilatérale plus efficace que parmi ces intérêts de nature globale, une place
place des premiers choix sera réservée, au cours de cette session, à la protection de l'environnement. Plus précisément, on abordera dans ce contexte la définition des règles régissant ou qui devraient régir la prévention des dommages applicables à l'environnement des espaces au-delà de la juridiction nationale. Dommages provoqués en particulier par l'accélération de la crise climatique, ses effets délétères sur l'atmosphère et sur l'appauvrissement de la diversité biologique dans ces espaces. L'importance de règles de prévention pour sauvegarder le futur de la vie sur notre planète est sous les yeux de tous, et il n'est pas nécessaire de la souligner ici. D'ailleurs, il n'est pas par hasard que tout récemment, la Cour internationale de justice a donné une contribution de poids à cette matière en rendant son avis consultatif sur les obligations qui incombent aux États en ce qui concerne la protection du système climatique selon les traités existants et les droits coutumiers, ainsi que sur les conséquences de la violation de ces obligations internationales en termes de responsabilité internationale. L'avis de la Cour sera un point de repère significatif dans la discussion du projet de résolution de notre Institut au cours de cette semaine. Les questions touchant la protection de l'environnement reviendront dans nos débats lors de la discussion du statut et des fonctions des assemblées des États partis à un traité multilatéral qui s'est penché tout particulièrement ces discussions sur les traités en matière environnementale. Le troisième sujet prioritaire de notre session a trait au droit de la propriété intellectuelle par rapport aux pandémies, un sujet dont on avait renvoyé l'examen lors de la session au cours de laquelle l'Institut avait adopté une résolution générale sur les épidémies, les pandémies et le droit international. Ce sujet de la propriété intellectuelle présente en effet des aspects particuliers, s'agissant notamment de trouver un équilibre entre l'exploitation des technologies médicales et l'accès général à ces technologies, y inclut les vaccins, dans le respect sans discrimination aucune du droit fondamental de toute personne humaine à la santé, ce qui n'a pas été achevé durant la pandémie de l'année passée. La résolution qu'on se propose d'adopter va donc compléter la résolution précédente sous cet aspect. Notre session de Rabat fera également le point sur le progrès du travail de commission sur d'autres thèmes de grande envergure, tels que la corruption, les investissements étrangers, les droits de la personne humaine et le pluralisme culturel, et la place de la justice sociale en droit international. Ce sera donc une semaine intense de réunions à laquelle s'accompagnera le programme tout aussi intense d'activités, mais plus détendu, que le comité marocain d'organisation a prévu, comprenant l'excursion d'une journée aux villes impériales de Fès et Meknès, dont la splendeur vaut vraiment le détour, et le dîner de clôture au bord du fleuve Bourgreg, qui nous offrira une vue spéciale et une ravissante image de la région de Rabat. Permettez-moi donc de conclure mon propos
avec mon remerciement le plus chaleureux aux autorités marocaines et aux collègues et amis du comité d'organisation marocain qui s'est consacré avec un grand dévouement à notre accueil et à la préparation de notre rencontre, en accord, bien entendu, avec notre confrère, le président Mohamed Benouda. Ayant commencé mon parcours à l'Institut, ça fait longtemps, en organisant, avant mon élection en tant que membre, une session à Milan, je connais bien les difficultés, les attentions et l'engagement qu'implique la mise en scène d'une session de notre institution. Mes remerciements à tous ceux qui ont pris cet engagement viennent donc du profond de mon cœur. C'est grâce à leur effort collectif que notre rencontre peut voir le jour et en tant que secrétaire général, je suis profondément reconnaissant à toutes et à toutes au nom de l'Institut. Je vous remercie de votre attention. Mesdames, Messieurs, avant de lever cette séance, les organisateurs me demandent de vous dire que tous les membres de l'Institut, et bien sûr, et leurs accompagnateurs, sont invités à prendre la photo du groupe. Et ceci dans la salle de l'Académie, avant d'aller au dîner qui nous est offert par l'Académie du Royaume. Je vous remercie.